Bonjour et merci et bienvenue pour ceux qui arrivent de tous les quatre coins de la France, paraît-il, pour ce 46e congrès. François Fontès, Jean Nouvel, pour parler pendant, allez, on va dire une belle heure, peut-être 1h30, s'ils sont avec de l'envie. On verra, on fera avec de l'envie, comme d'habitude, sur le métier et sur peut-être le présent et l'avenir de ce beau métier. Entre vous, c'est une histoire qui remonte à quelques années. Je ne vais pas vous vieillir, c'est pas le but, mais enfin quand même pour vous présenter tous les deux, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça date de 84 la rencontre. Et vous me dites si je me trompe, vous avez 2 micros, vous n'hésitez pas. Depuis 84, vous avez en commun plein de choses. Évidemment, l'architecture, ça va de soi. Et la tauromachie, paraît-il, vous êtes des aficionados tous les deux. Alors François, on se dirait, c'est normal, il est montpelliérain, il est né ici, donc il a une accroche. Jean Fumel, c'est un peu loin des arènes, le Lot-et-Garonne. Enfin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a une tauromachie du sud. Le micro est là. Allez-y, c'est bon. Ça marche, hein? Normalement, ça devrait fonctionner. Vous m'entendez, là? Sinon, vous donnez celui-là. Tenez. Le marron. Ça fonctionne. Et là, ça fonctionne mieux, oui. Ça va mieux, voilà. Oui, je dis, il y a quand même une tauromachie du sud-ouest. Oui. Dax, Bayonne, ça existe. Ça veut dire qu'il fait un sac aussi. Hein. On va monter un tout petit peu le micro de Jean pour qu'on l'entende très bien, s'il vous plaît. J'ai une voix un peu faible, peut-être, mais ils m'ont trop fait manger et trop boire, donc vous m'excuserez pour tout à l'heure. Alors ça, c'est l'une de vos passions multiples en commun, et vous êtes maintenant, depuis 84, alors évidemment amis, mais associés également, puisque dernièrement, vous avez scellé, si j'ose dire, cette association avec les ateliers Jean Nouvel, dont François a 50%, puisque vous êtes entré au capital, et puis vous collaborez maintenant, c'est officiel depuis quelque temps. Un petit mot peut-être sur cette collaboration et sur cette amitié tous les deux, qu'on vous entende là-dessus? Oui, parce que je ne crois pas que ce soit un secret pour ceux qui s'intéressent à mon sort et à l'architecture française. J'ai eu quelques difficultés. Quelques difficultés avec un associé qui est parti avec la caisse déjà. C'est des choses qui se font, paraît-il, je ne savais pas. Donc il est parti avec beaucoup d'argent. Ça a été une énorme surprise. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait des amis. Et l'ami, ça a été François, au moment où ça allait très mal. Et François est venu travailler avec nous, donc. Et il est venu réorganiser, je dirais, les ateliers Jean Nouvel. Nous sommes dans différentes difficultés. Vous avez vu aussi sur la Philharmonie de Paris, où on est tombé sur une histoire dont on n'a pas fini de parler parce qu'elle cache des choses très très troubles. Je vais vous relancer sur le micro souvent, Jean. Il faut que je sois plus près de la laverie. Voilà. Super, merci. Donc oui, elle cache des choses très troubles. Donc avec François, nous parlons architecture depuis très longtemps. J'ai toujours parlé architecture avec lui. C'était même un de mes consultants secrets en fait. Donc là, maintenant, il a officialisé la chose. Et en fait, donc, on essaie de continuer à faire des choses intéressantes. Et il a évidemment plus de difficultés que moi à travailler tout le temps aux ateliers parce que c'est un grand promoteur, ça il va vous le dire. Un grand promoteur et un homme de Caravette, un vrai Montpelliérain. Oui, tout à né fait. à Montpellier. Né à Montpellier, un vrai Montpelliérain. Il n'y en a pas beaucoup. Et effectivement, j'exerce un double métier, celui d'architecte et celui de maître d'ouvrage, puisqu'en 1988, j'ai décidé, devant l'incompréhension que j'avais entre la différenciation, si le terme est faible, entre les prérogatives de l'architecte et celles du maître d'ouvrage, j'ai décidé de franchir la barre pour comprendre ce que c'était. Voilà, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Oui, parce que cette dualité est intéressante dans le questionnement que nous aurons ensemble sur le métier. Alors vous êtes diplômé section géographie urbaine, histoire de l'art contextuel à l'université Paul Valéry de Montpellier. Je rappelle quelques souvenirs, mais cet amour de l'histoire de l'art, cet amour de l'Égypte et de l'histoire en général vous a donné aussi l'amour peut-être de faire évoluer votre vision de l'architecture différemment. En tout cas, vous avez une passion commune tous les deux, c'est que vous dites que l'un, nous regardons l'histoire pour le futur, ça c'est vous. Son verdict est un oracle, je vous cite dans le texte. Non, ça c'est Confucius qui dit ça, vraiment. Et après, vous dites que vous êtes attentif à l'intégration d'une construction dans son environnement, au respect de l'identité architecturale des territoires, à l'esthétique, à l'innovation. Et en tout cas, tous les deux, vous avez
quand moi nous qui avons dis ça préparé... Non, c'est François. Ah bon. Mais quand vous avez préparé cette intervention avec moi, vous m'avez dit tous les deux, de chacun de votre côté, que c'était très important parce que l'architecte laissait une trace importante dans le paysage et que ça, il fallait qu'on garde bien ça en tête et qu'il fallait qu'on reste avec ce rôle social. Et c'est ma première question. Est-ce que vous avez toujours, l'architecte, en 2015, un rôle social? Oui, mais ça, c'est le fond du débat. Hein. C'est le fond du débat actuellement. C'est-à-dire qu'on peut évoquer ce qu'était l'architecte sur les dernières décennies, mais ça ne fait pas encore si longtemps. Ça fait longtemps, mais je l'ai vécu quand même. L'architecte avait le pouvoir. On lui demandait, les maîtres d'ouvrage lui demandaient clairement de prendre la responsabilité de quelque chose, avec une responsabilité économique, avec la responsabilité du choix de l'entreprise, où on proposait les entreprises, avec aussi une obligation, je dirais, de dialogue et de conseil avec eux qui faisait qu'on était un partenaire total de la maîtrise d'ouvrage. Je crains qu'avec les années passant et avec un certain nombre de tours de passe-passe, parce que je n'ai pas toujours tout vu passer, peut-être que je n'étais pas assez attentif, mais il y a une désintégration complète du rôle de l'architecte, et je parle même d'humiliation de ce métier. Parce que par rapport à ce que nous devons faire, par rapport à ce rôle sociétal, qu'est-ce qu'on attend de l'architecte? On attend de l'architecte une vision, on attend de l'architecte un projet, on attend de l'architecte une synthèse. Actuellement, on n'attend plus de ça de lui. Une technostructure s'est mise en place, les systèmes de responsabilité l'ont mis sur le côté, et on se retrouve avec le souvenir d'un métier. Mais il ne faut pas perdre de vue que pour tous les Français, pour tout le monde, le responsable de tout ce qui est construit actuellement, de tous les quartiers, de toutes les villes qui ont mal tourné, etc., ce sont les architectes. Pour le grand public, il n'y a aucun doute là-dessus. Dès qu'il y a la moindre défaillance dans un bâtiment, c'est l'architecte. Et l'architecte, il peut quoi aujourd'hui? Malheureusement, il peut de moins en moins de choses. Mais ça, personne ne le sait. Alors, la faute à qui? Est-ce qu'on peut rester dans une situation comme celle-là de façon silencieuse? Je ne le crois pas. Je crois qu'on doit penser aussi aux générations à venir. Et je crois qu'on doit passer aussi, c'est pas du tout un débat corporatiste, cette histoire. C'est-à-dire que l'architecture, ça concerne tout le monde, ça concerne tous ceux qui vivent nos villes. Et Dieu sait que vu le nombre de constructions qui ont été construites dans ce déménagement du territoire depuis 40 ans, on est dans une situation anarchique, toujours anarchique quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de décision architecturale au niveau d'une métropole, au niveau d'une ville, le plus souvent au niveau d'un quartier. On en trouve encore quelques-unes au niveau des bâtiments, ce n'est pas toujours le cas. Mais je veux dire, qu'est-ce que c'est que d'être un architecte? Ce n'est pas uniquement de dessiner des façades quand même. Bon, malheureusement, on en arrive là. On arrive souvent à travailler sur un sujet, on arrive, voilà, le bâtiment, il est là. Il fait 4 étages, il fait 15 mètres de haut, il fait tant de profondeur, le budget, c'est tant. Ensuite, on ne veut pas tel matériau et tel autre, et le reste est prescrit par... Bon, il nous reste une marge de manœuvre infime. Ensuite, ce n'est pas nous qui allons choisir l'entreprise, et ce n'est pas nous qui pouvons après contrôler le mode de production. Et Dieu sait qu'un des énormes débats aussi sur la qualité de la construction aujourd'hui, c'est l'évolution de ces systèmes. Et c'est l'évolution aussi liée à une déqualification croissante de la maîtrise d'œuvre et liée surtout à un système de sous-traitance organisée qui fait que de moins en moins l'argent qui est annoncé pour être donné sur une construction passe dans la construction elle-même. À chaque fois qu'il y a une sous-traitance, il y a ça sur le côté. Et or, notre société aujourd'hui, c'est un grand casino quand même. Et bien, ce casino, il a rejoint l'architecture. Et finalement, sur un bâtiment où il y a un budget d'1 million ou de 10 millions, on se retrouve avec uniquement 5 ou 6 millions qui sont dedans. Et le reste, c'est uniquement
telle entreprise qui a son sous-traitant, l'autre qui a le sous-traitant ou du sous-traitant, ça m'est arrivé assez récemment. Ensuite, pour les responsabilités, c'est un bordel total. Mais pour les responsabilités, on dira, c'est l'architecte. Il faudrait quand même savoir, quand même. Il faudrait savoir si on donne des ordres ou si on ne les donne pas, si on doit assumer ça. Alors on nous fait signer des contrats comme ça et on n'a pas la vraie possibilité d'être responsable. Donc c'est toutes ces questions qui se posent en même temps. Et c'est cet irrespect vis-à-vis de notre métier qui fait qu'il va falloir reconquérir la noblesse de notre métier. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut lancer une action sur la reconquête du droit d'architecturer. On verra ça On nous peut-être. a enlevé le droit d'architecturer aujourd'hui. On n'a plus les moyens, dans la plupart des cas, d'architecturer, étant donné qu'architecturer, ce n'est pas uniquement un bâtiment, c'est aussi la définition d'un espace vécu par tous et qui de plus en plus est interférent et basé sur les modifications. Alors ça, ce sera la deuxième partie. Oui, hein, enfin, où j'ai voulu... vous avez planté le décor, il est parfait. Le cadrer pour qu'on puisse, On est d'accord. qu'on puisse parler. On est d'accord, on est Le d'accord. fond de ma pensée, c'est celui-là. François, vous qui avez cette double vision, puisque vous êtes en même temps promoteur, comme l'a dit tout à l'heure Jean, et architecte, vous avez la même vision? J'ai à peu près la même vision que Jean sur effectivement le déficit qu'il peut y avoir dans l'acte de construire. Là où je peux apporter une petite variation sur ce que disait Jean, c'est que effectivement, moi, qu'est-ce que j'ai cherché à faire? C'est à comprendre le système. J'ai jamais d'ailleurs intégré le fait... Ce que j'ai jamais fait, c'est ça. Quoi donc? Ce que j'ai jamais fait, c'est ça. Pas de la même façon que moi. Tu n'as pas mis tes couilles sur différemment. Non, j'ai essayé de comprendre le sujet d'une façon un peu plus profonde. C'est-à-dire que dans la... Merci. C'est à cause des couilles. Tu t'enfonces. Avec délectation. Non, on peut se poser la question de savoir pourquoi, effectivement, ce qui est essentiel dans notre métier, c'est d'arriver à la production d'une architecture ou d'un espace. Pourquoi c'est scindé comme ça? D'un côté, il y a le maître d'ouvrage et de l'autre côté, il y a l'architecte. Il y a plein d'éléments qui peuvent pencher dans... Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Mais tout ça peut se Parce que là, changer. tout va bien. Tout ça peut se changer. Ça a d'ailleurs existé plus ou moins en fonction des pays. L'essentiel, c'est de dire quel est l'essentiel du but poursuivi. Moi, j'ai toujours entendu le même discours. Depuis plus de 40 ans que je fais ce métier, de la part des architectes, les promoteurs, c'est des marchands de soupe. De la part des promoteurs, les architectes sont des incompétents. Je pense qu'il y a une marge d'interprétation entre les deux sur lequel ce serait bien utile de se poser des questions. Moi, ce que je considère aujourd'hui, après avoir fait cette double expérience, c'est que je pense que l'architecte est certainement celui qui est à même d'assurer le mieux l'acte de construire et de bâtir dans sa réalisation. Donc je veux dire que l'architecte soit un promoteur, bien entendu, ça ne me dérange pas, mon exemple en est la démonstration, mais je pense qu'on devrait tous faire cette expérience-là. Elle a à la fois la vertu de comprendre ce que c'est qu'une mise en jeu financière pour un projet, mais ça permet également de comprendre exactement comment se déroule l'ensemble des rouages et surtout le processus. Moi, ce que je regrette profondément, mais je le dis d'ailleurs à mes amis promoteurs, et j'en ai des amis promoteurs, c'est qu'il n'y ait pas de... C'est la seule profession aussi importante sur le territoire français qui n'est sanctionnée par aucun diplôme. C'est-à-dire que n'importe qui, demain, peut être promoteur. Moi, ce que j'ai proposé d'ailleurs à un ministre il n'y a pas longtemps, de dire, moi, il me semble évident que les promoteurs, vu l'importance de leur impact sur le territoire français, devraient au moins avoir un cursus commun avec les écoles d'architecture. S'ils passaient 2-3 ans dans les écoles d'architecture, ça serait formidable. Et je vais vous dire pourquoi, c'est le fruit de l'expérience. C'est que dans ma société, il y a des gens qui sortent de groupes de BTP, qui sont des anciens de chez Bouygues, des anciens d'Eiffage, des anciens de chez Vinci. Je leur ai dit au tout départ, je leur ai dit, écoutez, on va reformater. Ce que tu connais, que tu aimes. Je leur ai dit, on va reformater le débat. Le débat, c'est pas de toujours arriver à la quintessence du produit financier,
c'est d'arriver à la quintessence de la qualité. Eh bien, la surprise, c'est que ces gens se passionnent pour ça. Au début, ils ne comprenaient pas très bien, mais à partir du moment où on leur dit le plaisir que c'est de se pencher sur des problématiques en essayant de faire du sens, et pas uniquement d'aller dans une démarche pour assurer un profit maximal à l'entreprise de promotion, et ces gens-là se passionnent. Et tous les matins maintenant, ils redemandent à faire des projets architecturaux de qualité. On travaille avec Jean Nouvel, on travaille avec Joël Ricciotti, on travaille avec des grands architectes français, et avec des architectes, il y en a pas mal ici dans cette salle qui travaillent pour nous. On leur donne les moyens de faire le projet, mais je vois les promoteurs aujourd'hui, c'est-à-dire mes équipes, qui se sont passionnés pour l'architecture. Moi, je crois que le débat, il est essentiellement de retrouver un plaisir. Plaisir d'habiter, ça tombe sous le sens, mais un plaisir également de produire. Plaisir du bel ouvrage. Plaisir du bel ouvrage, de faire du sens, c'est-à-dire de proposer des nouveaux modèles en matière d'habitat. Aujourd'hui, c'est quand même assez désespérant, que ce soit dans la promotion privée, même dans la promotion du logement social, de voir à quel point on est allé dans une espèce de démarche microcosmique. Moi, quand j'ai commencé il y a 40 ans, un FE3, c'était 78 mètres carrés, pas moins. Aujourd'hui, c'est 58 mètres carrés. Et dans le logement social, c'est la même chose. Alors qu'on sait tous que le vrai confort, le vrai luxe, c'est la surface. Alors c'est ce qu'on essaye de reconquérir, mais il faut avoir un œil différent. Il faut avoir un œil de dire, on fait une démarche dans le plaisir. Le plaisir de penser, de construire et d'animer tout le réseau des gens qui travaillent pour réaliser de l'habitat. Alors, retrouver le plaisir, ça donne évidemment envie de souscrire à cette idée. Je pense que ça dépend aussi de l'état d'esprit de la personne qui impulse, en l'occurrence c'est vous, et je ne suis pas sûr qu'avec l'argent, parce qu'on va revenir sur ce domaine-là, qui est celui, à mon avis, qui est peut-être celui qui fait que ça bouge depuis quelques années, avec l'argent, peut-être que l'état d'esprit n'est pas quelque chose qui va rester comme ça de manière assez longue dans la carrière de quelqu'un qui est à la tête d'une équipe comme vous le disiez. Parce qu'on a beau sortir de ces 2 ou 3 années de cursus et d'avoir envie, peut-être qu'au bout de 10 ans, l'argent va tout gâcher, non? C'est pas votre idée à tous les deux? Moi, personnellement, je ne crois pas. Je crois que quand le plaisir se substitue à l'argent, il est supérieur à l'argent. Donc, je crois que le plaisir peut solutionner énormément de choses dans notre métier. L'argent, c'est un véhicule. Moi, je crois que tout ça, c'est une question de cadre, c'est une question d'initiation et de hiérarchie. C'est-à-dire que si ça se passe bien entre un promoteur et un architecte, c'est mieux. Bien sûr. Mais si le promoteur est déjà dans un système qui est dans un quartier qui n'est pas terrible, qui n'est pas au bon endroit, et si finalement les financements qui correspondent à ces logements ne sont pas vraiment les bons, si la taille des logements ne sont pas bons, si ensuite c'est pas les architectes vraiment qui ont travaillé sur les espaces publics et sur ce qu'il y a autour, bon, on reste dans un problème qui est quand même réel. Et ce qui s'est passé dans ces dernières décennies, c'est ça. C'est avec cet énorme chamboulement urbain, une série de décisions d'ordre architectural, parce qu'il faut arrêter de nous dire que l'urbanisme, c'est pas de l'architecture. Il y a de l'architecture à différentes échelles. Ensuite, il y a des savoirs qui doivent se combiner, c'est des équipes multidisciplinaires qui doivent travailler sur ça, on est tous d'accord. Mais la synthèse, la proposition et la dimension sensible, qu'est-ce qu'on attend d'un architecte? C'est d'être un poète, en fait. Ce qui manque dans ce monde politique, c'est la poésie. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de personnes qui sont là pour défendre les futurs habitants et qui sont capables de réagir en fonction d'une géographie, d'un climat en dehors des normes qui sont la religion de notre temps, mais par rapport à des plaisirs qui sont immédiats, ça n'existe plus. Ça n'existe plus du tout. Donc, il faut absolument arriver à reconquérir le droit d'architecturer d'abord à l'échelle de la métropole. Or, les études qui ont été faites pour le Grand Paris sont assez signifiantes. À mon avis, c'est la meilleure chose que Sarkozy ait jamais faite. C'est de lancer cette étude sur le Grand Paris en disant on se met en dehors du cadre législatif, on se met en dehors du schéma directeur et
on convoque des équipes pluridisciplinaires internationales et elles vont travailler pendant 3 mois, 6 mois ou plus. Souvent, ça a été plus. Et là, on remet à plat les stratégies de développement d'une métropole. Et là, on se retrouve face à tous les problèmes actuels qui sont ceux de la densification, des transports, de tous les éléments qui sont fondamentaux dans l'engrenage de ce qu'est une ville et de la définition identitaire de ce que sont des quartiers et dans cette dynamique aussi de ce qu'est automatiquement une mutation de ce qui a été mis en place successivement sans idée préalable. C'est le concept qui manque dans tout ça. Les villes américaines s'en sont mieux tirées que nous, souvent. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait comme les Romains. Elles ont mis en place une grille. Nous, la grille, au moins, c'est déjà une première transition assurée. Il y a quelques alignements, il y a quelques dessertes qui sont claires, quelquefois les points de repère, il faut travailler, mais c'est les bâtiments eux-mêmes qui les créent, mais au moins il y a quelque chose. Souvent, chez nous, il n'y a même pas ça. On a vu à partir d'une ville historique se constituer un certain nombre de quartiers, ouvriers d'abord, de logements, des quartiers industriels, des quartiers... Bon. Et tout ce zoning a fabriqué, à partir d'une idéologie aussi qui est facile à critiquer aujourd'hui, évidemment, mais d'une idéologie qui était celle qui tendait à dire que tout était possible et que tout allait être différent à partir de maintenant. Cette idéologie de la modernité et de la table rase a quand même été une catastrophe totale, quoi. Et cette catastrophe totale, elle est là. Elle est là aujourd'hui, ce qui veut dire que nous, et c'est vrai encore plus pour les jeunes qui sont là, ce 21e siècle sera un siècle de mutation. Il va bien falloir travailler et retravailler sur ces quartiers qui ne sont pas encore faits, sur ces paysages qui ne sont pas constitués. Et il va bien falloir retravailler sur ces programmes qui, comme tu le dis, sont allés en rétrécissant. Il va bien falloir un jour se préoccuper quand même de ces fichus us dont aucun gouvernement depuis 10 ou 15 ans a été capable de vouloir faire quelque chose. Le seul qui a essayé de faire quelque chose, c'est Jospin, avec une idée géniale. On prend des grands bâtiments, on les coupe en petits morceaux, et comme ça on prend tous les espaces verts avec, on fait des petits cubes avec des grands cubes, et ça ira mieux, alors que c'est la même taille du logement, c'est le même programme, il n'y a toujours pas de commerce, etc. Autrement dit, on ne résout rien de fondamental. Donc on se retrouve face à des décisions comme celle-là, qui sont des décisions architecturales dans la mécanique urbaine, architecturales dans la mutation, architecturales dans l'utilisation des paysages et des espaces, architecturales dans la relation avec le construit existant qui n'a jamais existé pendant très longtemps dans le réglementaire, en dehors des quartiers historiques. Or, toute la question, c'est bien justement la relation qu'on peut établir entre les bâtiments. Comment, avec 2 appartements, je peux en faire un? Comment je vais donner une surdensification qui est possible à tel moment pour qu'on ne retombe pas dans un problème idiot parce qu'il y a un enfant de plus ou 2 personnes de moins et qu'on soit obligé de déménager. Bon, c'est des choses absolument ridicules. Bon, tout ça, on en est là. Et ça, je suis désolé, mais les architectes ont leur mot à dire. Ils le voient tous les jours. Un architecte n'est pas là pour se taire. Je suis désolé. Et l'architecte a toujours eu peur, très peur, de mécontenter le politique, de mécontenter le possible client. Si, je suis désolé, je l'ai vécu depuis longtemps, et c'est pas la première fois que je le dis, ça fait 20 ans que je le dis, au syndicat de l'architecture, je l'ai dit, déjà, voilà. Bon, ici aussi, vous l'avez dit, non, mais justement, mais là, je crois que, bon, en plus, il y a un problème générationnel, c'est-à-dire que si je dis ça, moi, j'ai envie de reprendre mon attitude militante de mars 76 et du syndicat, et des bagarres parisiennes, parce que je crois qu'aujourd'hui, on est en pleine déliquescence et qu'il y a un problème d'honneur et qu'il y a un problème aussi, au-delà de ça, de ce rôle vital, pas pour nous uniquement, ça ne peut pas être un problème corporatiste uniquement, ce n'est pas un problème corporatiste. Il faut évidemment que leur corporation soit derrière parce que c'est logique. Mais c'est la société civile qui va être là, c'est la société culturelle qui va être là, c'est la société politique qu'il faut interroger, et c'est par une conscience populaire qu'on pourra arriver à bouger le politique. C'est un énorme chantier, il faut être très très ambitieux, mais il faut être ambitieux parce que notre métier est de l'être. Quand on est ambitieux, c'est pas pour nous en général, c'est pour une situation, c'est pour un bâtiment, c'est pour un client, c'est pour une ville, c'est pour un paysage. Bon. Et si on n'est pas généreux quand on est architecte, si on ne considère pas que l'architecture c'est un don au sens cadeau
Et c'est une discipline sentimentale. Je suis pour l'architecture sentimentale, excusez-moi. Je pense que tous ceux qui font de l'architecture une discipline purement ascétique et intellectuelle sont complètement à côté, en dehors du cœur, en dehors de la situation qu'on doit à chaque fois améliorer, aimer. Si on n'aime pas un client, si on n'aime pas un lieu, il faut partir. Il ne faut pas le faire. Bon, c'est facile à dire parce qu'il faut coûter. Mais sur le fond, c'est ça. L'architecte est un artiste. Évidemment que l'architecture est un art. C'est ce qui fait quand même partie des beaux-arts, et ça on l'oublie effectivement. Et non seulement c'est un art, mais c'est la mère des arts. C'est-à-dire qu'elle doit accueillir les autres arts, les mettre dans la ville. C'est l'architecte qui doit mettre aujourd'hui l'art dans la ville. Et sur des échelles qui ne sont plus les mêmes, avec des moyens qui ne sont plus les mêmes. Tout a bougé en un siècle, et de ce côté-là, rien n'a bougé. Donc c'est l'architecte qui va être amené à faire ça, avec les artistes qui vont devenir aussi, à certaines échelles, des maîtres d'œuvre et des architectes à leur échelle, sur le paysage et sur la ville. François Fontès, j'entends Jean Nouvel, j'ai l'impression d'entendre que l'architecte a reculé devant des choses, et c'est un peu donc cette chose-là que vous dites en filigrane, c'est-à-dire qu'il faut avoir le courage. On a une signature qui nous rend responsables, on vient nous chercher parce que quand il y a des problèmes, c'est nous qui sommes responsables par la signature. Pourquoi en est-on arrivé à cette limite-là? Moi, je ne crois pas qu'il y ait une régression, comme on pourrait le dire stricto sensu. Je crois qu'il y a des nouveaux défis. Des nouveaux défis. C'est des nouveaux défis qui se posent. Quand Jean pose la problématique, effectivement, de la vision architecturale sur les territoires, et quand il parle de poésie, bien sûr qu'il a totalement raison. On vient de sortir d'un siècle qui a été pétri par le rationalisme de la pensée. Et effectivement, ce qu'il faut reconquérir, c'est ces rapports harmoniques que l'homme a toujours su dans le passé, et c'est là où mon expérience d'historien peut peut-être me servir, ces rapports harmoniques que l'homme a toujours su décliner, à la fois dans son milieu naturel, mais également dans son milieu bâti. C'est un nouveau défi. Il faut réinventer un certain nombre de paramètres. Il faut redonner justement cette qualité d'appréciation d'une vision artistique de l'architecture et ne plus penser, comme on l'a fait dans les années 70 dans l'urbanisme, avec des urbanismes qui étaient essentiellement basés sur le routier. Il faut retrouver ce qui fait le sens de la ville. Mais c'est un nouveau défi, ce n'est pas une régression. Moi, je pense qu'effectivement, les défis sont encore plus importants que ce qu'ils étaient dans le passé, mais qu'on est en mesure de pouvoir les résoudre. Il ne faut pas avoir une vision pessimiste. C'est bien de dire, et je remercie Jean de faire ce constat un petit peu alarmant sur la situation actuelle. Mais moi, il me semble que un peu de toutes parts, il y a des voix nouvelles qui s'élèvent. Et il y a des gens et des architectes qui commencent à dire non, on ne peut plus fonctionner comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense que l'optimisme est quand même la règle d'or qu'il nous faut appliquer. Vous dites qu'il y a plus d'opportunités que de risques. Je pense qu'il y a plus d'opportunités que de risques. Et le fait qu'il y ait des opportunités permet de combattre les risques. Pas du tout d'accord. Ah mais ça nous arrive souvent d'ailleurs. Oui, mais les risques sont colossaux. Oui. C'est-à-dire évidemment que tout ça, ce sont des enjeux totalement sonnants et trébuchants. C'est quand même à travers ces stratégies-là que toute la ville s'est développée, des stratégies purement économiques, ce qui est normal pour une ville, c'est un mécanisme économique. Mais je veux dire, là, qui ont pris le dessus, surtout au-delà de toute morale. Bon, et c'est bien ça qu'il faut aujourd'hui remettre en cause. Dire que l'architecture est d'intérêt public ou d'intérêt général. Je ne sais pas ce que dit la loi, mais c'est quelque chose comme ça. Hein, d'utilité publique, voilà. Mais si elle est d'utilité publique, commençons par là et commençons par dire qu'il y a des choses qui sont interdites, je suis désolé. Et que l'architecture, et donc l'architecte, qui est supposé être l'acteur social ou sociétal qui met en place cette architecture, doit être là dès le début. Si on est là après, cette loi Pellerin, c'est à se rouler par terre. C'est-à-dire, on nous fait dire que vous allez avoir le droit de signer le bâtiment à bas à gauche. On fera appel à un architecte, non pas à 170 mètres carrés, à 150. On est dans un cadre donné, tout le monde a répondu à l'intérieur du cadre, alors que tout est à l'extérieur du cadre. S'il y a une épure où la solution est bien à l'extérieur du cadre, c'est bien celle-là. Là, on vous fait travailler dans un cadre absolument ridicule, quoi. Et on s'est plié à ça. Qui a pu se plier à ça? Je veux pas de nom, je m'en fous. Mais je veux dire, c'est quand même sur le plan de l'esprit quelque chose qui m'inquiète, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment remettre en perspective
cette reconquête et dire que notre métier c'est ça, et que si ce métier n'est pas exercé, peu importe que ce soit nous, les architectes d'aujourd'hui, si ce rôle social n'est pas exercé, peut-être avec d'autres qui seront formés mieux que nous, peut-être, mais en tous les cas, il faut qu'il y ait une continuité de l'exercice de ce rôle. L'architecte est de plus en plus nécessaire à cette société, et c'est normal qu'il soit d'intérêt public. Plus le problème est complexe, plus il faut des gens qui se penchent sur ce sujet. Et il n'y a pas assez de matière grise investie dans le fait urbain et dans le fait architectural. Mais les enjeux économiques sont colossaux. Et c'est bien pour ça que l'architecte a été mis sur le côté. Les enjeux de pouvoir sont colossaux. C'est bien pour ça que les technostructures ont fait leur travail. Et les ingénieurs des ponts et chaussées, étant donné que l'architecture a été prise longtemps comme un problème essentiellement fonctionnaliste, avec, je dirais, une époque culturelle qui a peut-être facilité ça. Il ne suffit pas de mettre des autoroutes et des ponts, il ne suffit pas de déterminer une densité et une patate pour que l'architecture soit là. C'est même en général le point de départ, souvent absolument irrémédiable, pour qu'on ne puisse plus faire quelque chose de formidable avec un paysage ou avec une ville. Et pour qu'on ne puisse plus établir la relation entre ce qui existait et ce qui arrive. Donc si on n'est pas capable de remettre ça en cause, c'est même pas la peine de commencer. Il faut exiger ça. Je ne sais pas comment on peut l'exiger. Vous allez me dire, vous êtes tout petit comme ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, Jean? Parce que là, vous posez un diagnostic. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On a raison. Je suis désolé, mais sur le fond, on a raison. Donc, à partir du moment où on a raison, on va trouver des alliés. Et ces alliés ne seront pas uniquement des architectes, ça va être des gens qui veulent que la ville évolue dans le meilleur sens, que ce soit un lieu effectivement beaucoup plus hédoniste, beaucoup plus profond, qui va intégrer les arts, qui va intégrer des souplesses, beaucoup plus d'interférence avec la nature. C'est pour ça que je crois que ces études, comme celle sur le Grand Paris, étaient si importantes. C'est pour ça qu'elles ont été foutues en l'air. Ils n'ont eu qu'un but, à partir du moment où ils ont compris ce que c'était, c'est de le mettre sur le côté, d'appeler d'autres architectes d'ailleurs, comme ça au moins ils n'avaient pas trop réfléchi, ça irait peut-être mieux, bon, et que finalement il n'y a plus aucune des questions initiales qui est maintenant sur le tapis. Et cette question des 70 000 logements, 170 000, je ne sais plus combien, bon, qui veulent faire le plus vite possible, là, tout d'un coup, dans l'urgence, une fois encore, par les grandes entreprises, sur les terrains les plus libres, et j'en remets une couche, c'est scandaleux. Quand je dis scandaleux, c'est scandaleux au sens étymologique du terme. François, le rôle des politiques, la loi Pellerin dont a parlé Jean Nouvel, votre vision à vous? Le rôle des politiques? Oui, par rapport à l'architecture. Ben, il n'y a pas d'architecture sans politique. Ça, c'est très clair dans l'histoire de l'humanité. Il faut des grands politiques pour qu'il y ait des grandes architectures. Donc il faut des visionnaires en politique pour que les visionnaires en architecture puissent s'exprimer. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord, mais je n'ai pas compris pourquoi d'ailleurs on n'était pas d'accord. On en reparlera plus tard. Mais bon. J'étais simplement en train de dire qu'on ne peut pas avoir simplement un discours qui consiste à dire c'est une catastrophe, aïe aïe aïe, c'est la panique, etc. Bien sûr que il y a du danger, mais il y a des capacités de réactivité. On sent partout des gens qui se lèvent pour dire non stop. Le premier, c'est lui. Et il a toujours fait. C'est une sorte de héros de la parole architecturale. C'est très bien. Mais il faut aussi avoir des propositions. Que faire? Que faire? Oui, que faire? À part, effectivement, vociférer. C'est très bien. Et on est les premiers à le faire. Moi, également, à travers l'architecture d'aujourd'hui, on essaye de porter des messages. Mais je crois qu'il y a peut-être des stratégies. Moi, en 1988, j'ai commencé à m'intéresser à la maîtrise d'ouvrage. Je ne me suis pas préoccupé de savoir si il fallait que je porte le flambeau de cette revendication architecturale. Je vais le faire, c'est tout. Et je crois qu'on a la capacité de faire, je crois qu'on a la capacité de passer un seuil et que des architectes, je ne dis pas tous, il y en a qui préféreront toujours entretenir la relation entre maître d'ouvrage et jouer leur rôle uniquement d'architecte. Mais je pense qu'il y a une voie également chez les architectes qui ont le courage de se dire ben je peux intervenir, je peux aller plus loin, parce que finalement, qu'est-ce qui est essentiel? C'est le produit final. C'est ce qu'on est capable de donner quand on est peut-être des deux côtés de la barrière. Je crois qu'il y a des potentialités que les architectes peuvent saisir. Et moi, je suis pour qu'effectivement, au niveau ministériel, au niveau du gouvernement, on facilite l'approche architecturale dans le monde de la promotion fait par les architectes. D'où l'intérêt peut-être que le promoteur ait un cursus avec l'architecte, comme ça pourrait... Ça me paraît fondamental. Le métier de promoteur, les promoteurs, je crois en France, ça construise à peu près 300-350 000 logements par an.
s'ils avaient une culture architecturale, on aurait peut-être des paysages qui seraient de meilleure qualité. Ce n'est pas le seul ressort pour arriver à ça. Parce qu'effectivement, comme le disait très justement Jean, il y a un système de l'organisation du foncier, de l'organisation des structures qui permettent à l'urbanisme d'émerger. On sait très bien qu'en France, quand même, depuis des 40 ou 50 ans, l'urbanisme est en grande partie défini par le droit de la propriété foncière, de la propriété privée. Le système de prospect, tout ça, c'est la conséquence d'une législation qui a été mise en place pour respecter la propriété privée, ou en tout cas pour en donner une image très restrictive. Je crois qu'il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer, mais je crois que moi, pour ne pas être défaitiste et pour ne pas dire une énième fois « aïe aïe aïe, c'est la catastrophe, on ne peut pas s'en tirer », je crois qu'il y a des moyens de le faire. Soyez pas passif mais actif. Ça, c'est votre. Voilà, moi, c'est ma vision et ça a été mon action depuis toujours. Alors, je vais vous proposer quand même, avant d'aller vers la salle et d'avoir des questions de la salle, 2 questions très pratico-pratiques, parce que je m'imagine dans la salle, ils ont aussi envie d'avoir votre vision des choses, mais aussi des réponses éventuellement, des pistes de réponses, des pistes de solutions face à des problèmes qui, eux, l'ont au quotidien, le vivent au quotidien, comme vous d'ailleurs. L'entreprise générale. J'ai bien compris que l'entreprise générale était... je reviens sur la Philharmonie, mais votre exemple de la Philharmonie est un bon exemple, Jean. L'entreprise générale était celle qui vous posait un souci majeur aujourd'hui, à vous l'architecte. Parce que en face d'une entreprise générale qui a un côté un peu machiavélique, vous vous êtes réduit, si je reprends l'exemple, à l'exécutant. Je propose une chose quand même, parce qu'on effleure les choses, puis on dit finalement, on s'arrête là, puis on dit finalement, rien n'est possible. Je ne pense pas que rien ne soit possible. Je pense qu'il faut mettre en avant une vision humaniste qui peut être partagée par beaucoup de personnes et qu'il va falloir ensuite demander dans une hiérarchie bien précise un certain nombre de choses et demander qu'effectivement les grandes décisions soient prises sous la responsabilité d'un architecte, parce que c'est lui qui a priori le savoir et le rôle social. Ça, je crois qu'on peut l'obtenir, mais il faudra que ce soit point par point, effectivement. Et on se rejoint là, l'architecte ne peut pas faire uniquement ce que lui demande l'entrepreneur. L'architecte, il est quand même là pour donner des ordres et pour faire en sorte qu'une œuvre soit construite dans des conditions exigeantes, et évidemment qu'il est un peu le gendarme de celui qui construit. Bon, si on est actuellement dans ces contrats globaux choisis par des architectes, par des entreprises, si on est dans les PPP, dans la situation où on est, si maintenant la loi MOP est plus appliquée, si ces sociétés privées qui gèrent le contrôle de l'argent public, qui m'arrive sur la Philharmonie, ben, c'est le monde à l'envers, mais je ne sais pas à quel point. C'est-à-dire que ça, c'est ridicule, et je pense que si les Français comprenaient ça, ils seraient d'accord avec nous. Donc il faut solliciter le grand public, alors. Ils ne le comprennent pas, donc il faut une parole. Il faut une parole claire, qui ne mélange pas tout, qui disent on en est là, la première décision c'est celle-là, la deuxième c'est celle-là, politiquement elle est possible, et il faut entrer dans le débat politique. Il faut y entrer pour les élections, il faut y entrer. Il faut dire que ces questions-là, elles sont fondamentales pour la vie des Français, autant finalement qu'un indice de salaire ou de retraite, et peut-être plus. C'est peut-être là que l'avenir se joue en termes de qualité de vie. Bon, ça, ils vont le comprendre si on le dit bien, si on le fait bien, et si on a les éléments pour prouver. Et je pense que de ce côté-là, les études qui ont été faites sur le Grand Paris peuvent être très très utiles. On peut dire, voilà, on en est là. Alors prenez 3 ou 4 études là, qui avaient été faites. Vous auriez pu être là, là, là ou là. Et vous voyez bien que vous n'êtes pas pareil. Bon, je pense que ces décisions-là et ces débats-là, ils peuvent exister. Actuellement, dans les grands débats politiques, dans les grandes élections, la ville n'existe pas. Elle n'existe plus. Alors que c'est quand même politique, c'est quand même ça comme point de départ. C'est l'organisation de la vie dans la ville. Bon, Vous avez le même avis, François ? Absolument. Absolument. Mais encore une fois, moi, je n'ai jamais pu me contenter de cette simple critique. Bien sûr que je l'ai faite et que je continue à la faire. Quand vous avez une entreprise générale qui vous met dans cette situation-là, comment vous faites, comment vous réagissez ? Mais moi, je crois que c'est une déficience avant tout de la maîtrise d'ouvrage. C'est les entreprises qui ont créé un lobby fort pour que ce soit créé les PPP. On en est tous conscients. Mais c'est la lâcheté des politiques face au lobby.
c'est la lâcheté des politiques Et face quand au le maître système d'ouvrage normatif. et l'entreprise, et la même chose. L'entreprise, Il y a c'est une dans le. compatibilité aussi. Il faut C'est faire bien quelque sûr qu'il y a chose. une compatibilité, mais ça c'est le problème du législateur. Et Oui, là où il a oui, raison, mais donc, c'est que pour les dans le politiques- débat politique, il faut se bouger. Donc votre solution, c'est de faire fléchir le politique en rentrant en politique et en arrivant avec des arguments. Le politique directement, jamais. Faire comprendre aux habitants, aux Français si on est en France, aux Européens si on est en Europe, les situations ne sont pas exactement les mêmes, mais il y a beaucoup d'enjeux communs à certains moments, leur faire comprendre que l'art de vivre qui disparaît, c'est effectivement un certain nombre de décisions politiques correctes qui n'ont pas été prises, et pour sauvegarder les privilèges de quelques-uns qui sont effectivement de l'ordre de la technostructure ou de l'administration. C'est un mal français, vous qui voyagez tous les deux, c'est un mal français ça? Oh, il n'est pas que français. Tous ces problèmes avec les entreprises, on le trouve en Belgique, on le trouve en Hollande, on le trouve en Espagne, Aux en États-Unis, Europe, on trouve ça. Non, aux États-Unis, tu ne trouves pas ça. le système des builders, c'est pareil, c'est à peu près pareil. Aux États-Unis, il n'y a que des entreprises générales, d'abord. Oui. Mais l'entreprise générale a un téléphone. Le bénéfice de l'entreprise générale est connu d'abord, aux alentours de 15%. Les entreprises générales sont totalement responsables des sous-traitants qu'ils prennent, donc on n'est pas du tout dans un système à la française. On n'est pas dans un système à la française qui est un système de dilution de la responsabilité. Tout le jeu de la sous-traitance, c'est d'échapper à la garantie et à la poursuite. Et finalement, le deuxième sous-traitant, en général, il est là pour disparaître. Et puis après, débrouillez-vous. Bon, ça c'est un jeu très très français, oui. Mais très européen aussi. Il n'y a pas que la France.